Merci, Monsieur le Président. Oral questions, questions orales. The honourable member. La députée d'Oshawa. Monsieur le Président, aujourd'hui, le premier ministre se rend au G7 en tant que seul dirigeant à avoir plongé son propre pays dans une récession. Alors qu'il parcourt le monde dans le luxe avec près d'1 million de dollars de traiteurs de luxe à bord, les Canadiens sont chassés de leur maison et contraints de se tourner vers les banques alimentaires. 2 Canadiens sur 5 ont du mal à payer l'épicerie et de nombreuses familles sautent des repas, vivent dans des campeurs et souffrent d'insomnie à se demander comment elles vont payer leurs factures. Le premier ministre va-t-il mettre fin à ces politiques libérales coûteuses qui ont provoqué cette crise afin que les Canadiens puissent à nouveau subvenir à leurs propres besoins et retrouver l'espoir? Monsieur le Président, à toutes les fois que nous proposons quelque chose pour aider les gens dont parle la députée, elle suit les ordres de son chef et vote contre. Je parle de l'allocation pour l'épicerie, la prestation pour les enfants, l'aide aux aînés, l'aide pour les soins dentaires. Et nous n'allons pas nous excuser du fait que le premier ministre se rende dans d'autres pays pour signer des ententes qui nous rapportent des milliards en investissement et qui créent des emplois pour les Canadiens d'un océan à l'autre. La députée d'Oshawa. Monsieur le Président, les Canadiens ne sont pas dupes. Ces libéraux forment un gouvernement de belles paroles. Si vous voulez plus de soutien du gouvernement pour vous en sortir, ce n'est pas une réussite, c'est un échec. Tous les pays du G7 sont confrontés aux mêmes pressions mondiales, mais le seul qui a réussi à transformer ces défis en récession est notre Canada sous ce premier ministre libéral. Si les mêmes pressions mondiales affectent tout le monde, pourquoi le Canada est-il le seul pays du G7 à être tombé en récession alors que les autres ont réussi à s'en sortir? Le leader du gouvernement en chambre. Eh bien, je peux dire aux conservateurs de quoi a l'air le succès. On parle de créer 2 fois plus d'emplois par habitant que les États-Unis. La réussite, c'est de diversifier le commerce. La réussite, c'est comme contre-cœur. La réussite, c'est un train rapide en Ontario et Québec. Ce parti est contre. La réussite, c'est un protocole d'entente avec la province de l'Alberta. La réussite, c'est du développement économique d'un océan à l'autre. Nous allons continuer à réussir, peu importe ce que pense l'opposition. Le député de Barrie-Sud-Innisfil. Eh bien, parlez aux gens dans la rue, parlez aux entreprises qui souffrent de 11 années de mauvaise politique libérale. On vous dira que le Canada est en récession. Peu importe comment les libéraux ou les médias tentent de manipuler la situation, les choses ne s'améliorent pas. Les aînés et les jeunes sont stressés par leurs finances et leur avenir. Les entreprises canadiennes doivent penser à toutes sortes de scénarios. Le premier ministre libéral arrive au G7 en tant que seul leader ayant poussé son pays dans une récession. Va-t-il repenser à ces politiques coûteuses qui ont causé cette récession? L'honorable ministre, Monsieur le Président, l'opposition dénigre le Canada. Nous construisons le Canada. On parle de 8 millions de dollars à Goose Bay. On parle de fermes éoliennes en Nouvelle-Écosse. On parle d'énergie nucléaire en Ontario. On parle d'oléoduc en Colombie-Britannique et en Alberta. Tout ce qu'ils font, c'est nous dénigrer. Nous construisons le Canada. Le député de Barrie-Sud-Innisfil. Eh bien, le déclin du Canada n'a pas commencé en avril. Ça a été catalysé il y a 6 ans lorsque le premier ministre était le conseiller économique de M. Trudeau. Le Canada est maintenant le seul pays du G7 en récession. Les initiés libéraux, eux, vont bien. Ils donnent des miettes aux jeunes et aux aînés. 60 des Canadiens se sentent anxieux par rapport à leurs finances. 40 ont de l'insomnie. 38 souffrent d'insécurité alimentaire et 2,2 millions de Canadiens se sont rendus dans les banques alimentaires. Est-ce qu'on dirait que les choses vont bien ou non? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je sais qu'ils veulent retourner en arrière d'il y a 6 ans. Aujourd'hui, les choses vont bien pour le Canada. Ce qu'on entend, c'est que la première ministre de l'Alberta n'a jamais été aussi optimiste. C'est ce que tous les premiers ministres des provinces et territoires nous disent. Ils veulent construire avec notre gouvernement. Au lieu de nous dénigrer, pourquoi ne nous aident-ils pas à construire ce pays?
Le premier ministre libéral va se présenter aujourd'hui au G7 en étant le seul dirigeant à avoir conduit son pays en récession. Monsieur le Président, des travailleurs à temps plein vivent dans des VR parce qu'ils n'ont plus les moyens de se loger. Selon Centraide, 60 des Canadiens sont anxieux pour leurs finances. 38 vivent dans l'insécurité alimentaire. Pourtant, le premier ministre libéral lui trouve le moyen de dépenser 1 million de dollars pour de la nourriture de luxe dans ses avions. Le premier ministre libéral va-t-il enfin mettre fin à ces dépenses inflationnistes, à la bureaucratie puis aux politiques qui ont créé cette crise canadienne du coût de la vie, Monsieur le Président? Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Beaucoup, Monsieur le Président. Eu égard à l'économie, les prévisions, c'est que le Canada va avoir la deuxième croissance la plus rapide des pays du G7. Ça fait 38 mois, Monsieur le Président, que les salaires augmentent plus vite que l'inflation, mais on est conscient qu'il reste des défis. C'est pour ça que de ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président, on s'acharne à bâtir des grands projets, à créer des emplois, à créer de la richesse au pays. Mais maintenant, de voir les conservateurs arriver à chaque jour, la main sur le cœur, avec toute l'empathie du monde, alors qu'ils votent contre des mesures qui ont aidé des millions de Canadiens, que ce soit l'allocation canadienne pour l'épicerie, le régime canadien de soins dentaires, l'allocation canadienne pour enfants. Monsieur le Président, je les invite à prendre un pas de recul et à commencer à agir comme ils parlent. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Mégantic-Lérable-Lotbinière. Monsieur le Président, ils veulent qu'on les applaudisse pour un pansement qu'ils ont mis sur une blessure qu'ils ont eux-mêmes créée, Monsieur le Président. C'est ça le problème. J'ai un message pour le premier ministre qui est au G7. J'ai un message également pour ce ministre, Monsieur le Président. Rogelio Rigard, un père de famille québécois ayant 2 emplois, confié à la presse, j'essayais juste de survivre. Il a dû faire une proposition de consommateur. Ça, c'est le vrai bilan économique de ce premier ministre libéral. Au lieu de dépenser près d'1 million en repas de luxe pour ses voyages, le premier ministre libéral, est-tu prêt à sacrifier son saumon fumé? Parce que Rogelio, lui, a tout sacrifié à cause de l'inflation libérale. L'honorable ministre. Monsieur le Président, j'ai pas leur nom, Monsieur le Président, j'ai pas leur nom. Mais il y a 13 586 familles qui se partagent 101 millions avec l'allocation canadienne pour enfants dans son comté, contre laquelle il a voté, Monsieur le Président. Non, j'ai pas leur nom, mais c'est 13 500 familles qui en dépendent. J'ai pas leur nom, Monsieur le Président, mais il y a 39 000 personnes dans son propre comté qui bénéficient du régime canadien de soins dentaires. Il a voté contre ça, Monsieur le Président. J'ai pas leur nom, Monsieur le Président, mais il y a des dizaines de milliers de ses concitoyens qui bénéficient de la nouvelle allocation canadienne pour l'épicerie, Monsieur le Président. C'est que je l'invite, Monsieur le Président, à arrêter de faire des grands discours en Chambre et à commencer à voter pour son monde. Honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le premier ministre fait des beaux discours. Après Davos, où il appelait au Front commun des puissances moyennes, il déclarait samedi au G7 que les fils d'un nouvel ordre mondial pourraient être tissés. Le problème, c'est que c'est juste ça, des beaux discours. Dans la vraie vie, le premier ministre se désolidarise de l'Europe en annulant la taxe sur les services numériques. Il se distancie de l'Union européenne en annulant les redevances aux diffuseurs en ligne. Il laisse aux Européens la lutte climatique pour pouvoir bâtir des pipelines au profit des propriétaires américains de pétrolières. Pourquoi est-ce qu'il passe son temps à abandonner les puissances moyennes juste pour plaire à Donald Trump? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, il y a un autre phénomène européen, ça s'appelle le train grande vitesse. Un train grande vitesse adopté par à peu près tous les pays d'Europe. Et oui, maintenant, le Royaume du Maroc, Monsieur le Président. Le Canada veut se donner cette grande technologie qui se veut environnementale, qui se veut une révolution en mobilité, qui se veut une infrastructure qui va transporter des millions de Québécois et de Canadiens par année et changer la donne en mobilité. Pourquoi le Bloc québécois a-t-il changé d'avis sur le train grande vitesse? L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, on n'a même pas parlé du pipeline Keystone XL qui plairait aux États-Unis, mais qui nuirait à tous les pays qui luttent contre les changements climatiques. On n'a même pas parlé de C30 qui permet de réautoriser des pesticides interdits. Ça va plaire aux usines américaines de produits de Monsanto, mais ça va nuire au commerce avec l'Europe qui a des normes plus sévères. Le premier ministre, il dit bien des affaires, mais ses gestes l'éloignent des alliés européens pour le rapprocher de Donald Trump. Il rédige des beaux discours, mais pourquoi est-ce qu'il fait tout le temps tout le contraire de ce qu'il dit? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Mais, Monsieur le Président, pourquoi le Bloc s'acharne-t-il contre les usines
québécoise, les usines et les PME québécoises, la main-d'œuvre québécoise qui travaillerait à édifier cette grande infrastructure, une infrastructure de train grande vitesse, des PME à Louisville, des shops à Montréal, dans le Vieux-Montréal, des entreprises à Gatineau, la publicité à Québec. Monsieur le Président, c'est une révolution. C'est 51 000 emplois créés. C'est 35 milliards à notre PIB, Monsieur le Président. C'est une révolution en mobilité. Pourquoi menée par le député de Repentigny que le Bloc renonce-t-il? L'honorable député de Drummond. Eh bye-bye, Monsieur le Président. 0 en 2, on va lui donner une autre chance. Le premier ministre répète qu'il faut se liguer avec les puissances moyennes face aux États-Unis. Pourtant, il abandonne les 17 pays européens et l'Australie qui, eux, taxent les services numériques des GAFAM. Il abandonne l'Union européenne qui impose des redevances aux diffuseurs en ligne comme Netflix. Le combat pour la diversité des expressions culturelles, ce sont les puissances moyennes qui vont le mener et peut-être le gagner. Et le Canada s'en retire. Il affaiblit le consensus mondial et menace l'avenir de la culture québécoise. Est-ce que c'est pas un peu cher payé pour faire plaisir à Donald Trump de vendre son âme, Monsieur le Président? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Monsieur le Président, parler de menace à la culture du Québec pour un parti qui, quand venait le temps de faire des demandes budgétaires, n'avait pas un traître mot pour la culture au Québec, quand venait le temps de voter pour 700 millions en culture, notamment au Québec, Monsieur le Président, dans le dernier budget, pas un vote du Bloc québécois pour le dernier budget. Je trouve ça ahurissant de les entendre parler puis accuser à tort et à travers les autres de menaces pour la culture. Maintenant, par exemple, Monsieur le Président, ils ont parlé de rapprochement avec l'Europe. Il n'y a personne, à part le Bloc québécois, qui croit que le Canada n'est pas en train de se rapprocher à grands pas avec l'Europe. Merci beaucoup. Le député de Battleford, Lloydminster, Meadow Lake. Monsieur le Président, en seulement 14 voyages, le premier ministre a dépensé près d'1 million de dollars en traiteurs à bord aux frais des contribuables. Pendant ce temps, 2 Canadiens sur 5 ont du mal à payer l'épicerie et un nombre record de 2,2 millions de Canadiens ont eu recours aux banques alimentaires en un seul mois. Les dépenses inflationnistes, la bureaucratie et les politiques anti-développement des libéraux font grimper les coûts et affaiblissent notre économie. Ce sont toujours les Canadiens qui finissent par payer pour le gaspillage des libéraux. Le premier ministre va-t-il mettre fin à ces politiques coûteuses qui ont provoqué cette crise afin que les Canadiens puissent à nouveau se permettre de vivre? Le secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas où cette députée a été depuis quelques années, mais je vais lui donner un bon exemple. Je vais lui dire comment notre gouvernement a défendu la Saskatchewan pendant qu'eux n'ont rien fait. Je parle aux députés conservateurs de la Saskatchewan. Pourquoi n'ont-ils pas défendu le canola? Encore une fois, je rappelle aux députés qu'il doit s'adresser à la présidence. Merci, Monsieur le Président. Pourquoi n'ont-ils pas défendu la Saskatchewan et l'entente de Canada qui a rapporté des milliards de dollars? Encore une fois, ils n'ont rien fait. La députée de Battleford, Lloydminster, Meadow Lake. Monsieur le Président, l'abordabilité alimentaire est telle qu'il y a du scorbut dans la circonscription du député. Le premier ministre avait pourtant dit que le pouvoir d'achat n'avait jamais été aussi bon depuis une décennie. Mais il se présente au G7 comme le seul dirigeant à avoir provoqué une récession dans son propre pays. Tel est le bilan de son gouvernement libéral. Les dépenses inflationnistes, la bureaucratie et les politiques anti-développement font grimper les coûts. Ce ne sont pas les forces mondiales. Ce sont les choix des libéraux que les Canadiens ne peuvent pas se permettre. Quand ce gouvernement cessera-t-il de rendre la vie plus chère pour les Canadiens? Le secrétaire d'État pour le développement rural. Monsieur le Président, ce serait bien si je pouvais voir un conservateur se rendre dans le nord de la Saskatchewan, composer avec les défis. Maintenant, à toutes les fois qu'on a eu une occasion d'aider ma circonscription ou d'autres circonscriptions au pays où il y a l'allocation pour l'épicerie, les garderies à 10 $, les programmes alimentaires scolaires, à toutes les fois qu'il y a des initiatives, ils vont de compte, Monsieur le Président. Ils n'ont pas à nous faire la leçon sur ce qui se fait en Saskatchewan. Nous allons représenter tous les Canadiens et les défendre pour toujours.
Député de Montmorency-Charlevoix. Monsieur le Président, c'est malheureux, c'est pas plaisant, mais on est en récession et les citoyens le ressentent. Pour certaines familles, c'est plus de 120 du revenu qui va uniquement pour se loger et se nourrir. C'est rendu qu'ils sont obligés d'emprunter pour manger. La réalité, c'est que les programmes des libéraux, ils fonctionnent pas et que plus les libéraux sont en charge, plus ça coûte cher. Aujourd'hui, le premier ministre doit se rendre au G7 en étant le seul à avoir mené son pays en récession. Est-ce que sa stratégie d'évitement va être encore de faire des grands discours inspirants à l'étranger, mais de laisser les familles payer à domicile? Honorable secrétaire d'État à la Nature. Merci beaucoup. Le vendredi 9 juin dernier, les Canadiens ont reçu le premier versement de l'allocation pour l'épicerie et les besoins essentiels. C'est des millions de Canadiens qui ont reçu de l'aide pour l'épicerie. On est très conscients des défis auxquels font face les Canadiens. Et les Canadiens sont courageux et ils vont travailler avec nous pour rebâtir notre économie autonome, solide et responsable. Merci, M. le Président. Honorable député de Montmorency-Charlevoix. Parlons-en des programmes, M. le Président. Au Québec, le salaire moyen, c'est 67 000 Eh bien, j'ai reçu une photo d'un fameux paiement d'allocation d'épicerie d'un travailleur qui gagne exactement 67 000 Il a reçu 11,98 11,98 pour l'aider à payer son épicerie. Les familles sont plus capables de payer l'épicerie, le loyer puis l'essence. Les libéraux ont plongé le pays en récession. Est-ce que le premier ministre pourrait, s'il vous plaît, profiter de son temps avec le G7 pour prendre des conseils de tous les autres pays qui ne sont pas en récession? Je pense que ça pourrait nous aider. L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, la question de mon aimable collègue me permet de parler d'une annonce qui a eu lieu la semaine passée. C'est 1 milliard de dollars qu'on va investir dans l'infrastructure alimentaire pour installer des marchés des produits alimentaires, des carrefours alimentaires plus accessibles pour les Canadiens. On va aussi améliorer la concurrence. On va le faire parce que c'est important et effectivement, les Canadiens ont besoin d'être soutenus. On le fait et ils sont derrière nous parce qu'ils veulent eux aussi qu'on rebâtisse notre pays de manière autonome et responsable. Merci, Monsieur le Président. Le député de Lethbridge. Le premier ministre est le seul chef du G7 à avoir mené son pays dans la récession. On parle de 2 Canadiens sur 5 qui ne peuvent pas payer l'épicerie, des gens qui vivent dans des campagnes et le recours aux banques alimentaires atteint des records. Le premier ministre, lui, dépense 1 million de dollars sur des traiteurs de luxe à bord de son avion. Ma question est simple. Quand le premier ministre va-t-il reconnaître la réalité? Quand va-t-il mettre fin à ces politiques afin que les Canadiens puissent de nouveau se permettre de vivre? L'honorable ministre. Monsieur le Président, cette députée a déjà pris la parole pour poser des questions comme celle-là, mais j'aimerais lui poser une question. Pourquoi vote-t-elle contre les gens de l'Alberta qui demandent de l'aide? Le programme alimentaire scolaire en Alberta permet de nourrir 58 000 enfants. Les parents épargnent jusqu'à 13 700 $ par année par enfant. Toutes des choses contre lesquelles la députée a voté contre. La députée de Lethbridge. Je crois que la députée voulait dire qu'avec ce gouvernement, les taux de pauvreté chez les enfants ont augmenté année après année depuis 3 ans. Et ça a des répercussions sur les gens de ma circonscription. Ça veut dire que les aînés au pays vivent chez Tim Hortons. Les travailleurs à temps plein vivent dans des campeurs. Pourquoi le gouvernement fait-il fi de la réalité des Canadiens? Pourquoi ne pas revenir sur leur politique afin que les Canadiens puissent de nouveau avoir les moyens de vivre? L'honorable ministre. Monsieur le Président, on peut voir en ça que la députée pense que les parents n'ont pas besoin d'aide. Pourtant, des Albertains m'écrivent à titre de ministre. Veillons à ce que les enfants puissent manger, peu importe la situation de leurs parents. Les circonstances sont malheureuses pour certaines familles. Pour la plupart des Canadiens, il est important de s'entraider. La députée de Nanaimo, Lady Smith.
J'aimerais rappeler à la députée qu'aujourd'hui, le premier ministre est au G7 comme le seul dirigeant du G20 à avoir provoqué une récession dans son propre pays, qu'elle soit technique ou non. Il affirme que les données peuvent être inégales. Ce qui n'est pas inégal, c'est la souffrance. Le recours aux banques alimentaires atteint des niveaux records alors que 2 personnes sur 5 ont du mal à payer l'épicerie. Des travailleurs à temps plein vivent dans des campeurs parce qu'un salaire ne peut plus payer un logement. Tout cela alors que le montant des repas servis à bord des avions du premier ministre pourrait nourrir une famille pendant 55 ans. Quand ce premier ministre renoncera-t-il à ses politiques et tiendra-t-il ses promesses afin que les Canadiens puissent à nouveau se permettre de vivre? J'aimerais rappeler aux députés que même si certaines choses figurent aux nouvelles, il ne faudrait pas parler de l'absence de députés en Chambre. Le député. Le premier ministre est au G7 aujourd'hui. J'essaie très fort d'appliquer les règles. L'honorable ministre. Le Canada est représenté au G7 aujourd'hui. Nous avons atteint notre cible de 2 % à l'OTAN. Nous avons attiré des investissements étrangers directs à 2 fois le rythme, celui de notre voisin. Notre pays a pu conclure 28 ententes sur 4 continents. Les Britanno-Colombiens aiment bien cette croissance. Monsieur le Président, le ministère des Ressources naturelles avertissait jeudi que les feux de forêt vont s'intensifier tout au long de l'été. Alors que les températures chaudes sont attendues, justement, 300 maires et mairesses ont d'ailleurs demandé au fédéral d'abandonner ses projets de nouveaux pipelines. Je cite leur déclaration. « Des communautés seront réduites en cendres cet été pendant que nous misons toujours plus sur l'expansion de l'énergie fossile. » Monsieur le Président, à l'aube d'une autre saison de feux-forêt, est-ce que les libéraux vont enfin cesser leur lubie pétrolière? L'honorable ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, alors je vais répéter de nouveau. Notre gouvernement continue à lutter contre le changement climatique et on fait le travail. On a renforcé les règlements de méthane et on est chef de file au monde avec ce travail. Les gens nous regardent et demandent comment ils peuvent mieux faire de même. Quand on parle de ce qu'on fait du côté de changement climatique et les financements internationaux, de nouveau, on est chef de file. Et à chaque fois qu'on fait ces changements, qu'on fait ce travail, le Bloc ne nous appuie pas. S'ils veulent faire le travail, ils devraient nous aider avec l'électricité et notre travail. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur le Président, le ministère des Ressources naturelles annonçait jeudi un autre été difficile en matière de feux de forêt. Pourtant, ça paraît pas quand on écoute le ministre. Car 2 jours avant, il était à Calgary, dans un conventum de producteurs d'énergie, en train de dire que les sables bitumineux étaient la plus grande réalisation industrielle du Canada. Il vantait l'accélération des exportations de pétrole et de gaz au moment même où son propre ministère avertissait que nos régions vont brûler. Selon les libéraux, la sécurité des régions forestières ne devrait-elle pas passer avant les profits des sables bitumineux? Oui! L'honorable secrétaire d'État à la nature. Les changements climatiques sont une réalité qu'on n'ignore pas et pour lesquels on travaille. La stratégie pour la nature, par laquelle on veut protéger 30 % du territoire terrestre et océan, va avoir un gain sur la lutte au changement climatique. Ma collègue en parlait, le règlement sur le méthane et tout ce qu'on va faire en électricité renouvelable, en énergie renouvelable, va nous aider à lutter contre les changements climatiques. C'est ça, avancer et devenir autonome économiquement. Merci, Monsieur le Président. La députée de King Vaughan, Monsieur le Président, des organisations communautaires avertissent que les changements précipités apportés au programme Nouveau Horizon pour les aînés mettent en péril des centaines de projets. De nombreux bénévoles sont des aînés qui ont déjà du mal avec la technologie. Avec seulement quelques semaines pour s'inscrire afin d'obtenir un numéro d'entreprise de l'ARC et naviguer sur un portail en ligne complexe, ces changements sont accablants et beaucoup craignent d'être disqualifiés. Les libéraux vont-ils éliminer ces obstacles inutiles ou devront-ils créer un autre programme pour aider les aînés à postuler au programme actuel?
La secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nous sommes fiers de ce programme l'année dernière. On a pu soutenir 2600 projets partout au Canada. Nous avons aidé les aînés à rester actifs et à lutter contre l'isolement. Cette année, nous augmentons la valeur de la subvention. Nous avons apporté des changements pour renforcer l'intégrité du programme. Service Canada est là pour aider les organisations qui ont des questions et nous veillerons à ce que ce programme demeure accessible pour les aînés et les organisations. Merci, Monsieur le Président. La députée de King Vaughan. Monsieur le Président, le secrétaire d'État affirme qu'il est simple de s'inscrire pour obtenir un numéro d'entreprise de l'ARC et d'utiliser le portail en ligne, mais les organisations d'aînés racontent une toute autre histoire. Dans ma circonscription, où 18 groupes de personnes âgées viennent en aide à plus de 6 000 personnes âgées, des bénévoles ont appelé frénétiquement mon bureau, craignant de passer à côté d'un financement essentiel. Ces changements laisseront les organisations les plus vulnérables sur le carreau. Pourquoi les libéraux tentent-ils d'accabler les personnes âgées de paperasserie supplémentaire? La secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, c'est tout le contraire. Nous travaillons avec les organisations pour que ces changements soient bien accueillis. Ce programme offre des services importants aux aînés dans chacune de nos circonscriptions. Nous allons continuer et les conservateurs n'ont pas de leçons à nous donner sur les services aux aînés. Nous aidons les aînés partout au pays. Député de Bellechasse et Etchemin-Lévis. Monsieur le Président, alors que nous soulignons aujourd'hui la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance envers les aînés, le gouvernement libéral met lui-même des bâtons dans les roues des organismes qui les soutiennent. Avec les nouvelles règles du programme Nouveaux Horizons, des groupes bénévoles doivent obtenir un numéro d'entreprise de l'ARC, un processus qui peut s'étirer sur plusieurs mois, vous le savez, en plus de naviguer dans un système de demande en ligne. Les organismes veulent servir les aînés, pas se battre contre la bureaucratie d'Ottawa, Monsieur le Président. Le gouvernement va-t-il reculer sur ces réformes bureaucratiques? Et oui, on connaît notre monde dans notre comté. L'honorable secrétaire d'État à l'enfance et à la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Nous nous engageons à faire en sorte que le programme Nouveaux Horizons pour les aînés rejoigne les organismes communautaires dirigés par des aînés qui améliorent la qualité de la vie pour les Canadiens. Ces changements sont importants pour que le programme demeure accessible tout en respectant les normes d'intégrité auxquelles les Canadiens s'attendent. On travaille avec le ARC et le département pour aider les organismes qui en ont besoin à gérer ce numéro. Les applications sont prêtes, la date est le 14 juillet et le département est prêt à aider tous ceux et celles qui en ont besoin d'aide. Merci. L'honorable député de Bellechasse et Etchemin-Lévis. Monsieur le Président, ils sont complètement déconnectés. Mais sur un autre sujet, le président du Conseil du Trésor a été incapable la semaine dernière de répondre à une question simple de ma collègue. Cela a mis son gouvernement dans l'embarras et, selon la presse, suscité la colère de ses collègues députés libéraux. Il a eu toute la fin de semaine pour retomber sur ses pattes et trouver la bonne page dans son cahier de briefing. Considère-t-il qu'il a encore la confiance du premier ministre? Je lui laisse quelques secondes pour trouver la réponse dans son cahier, Monsieur le Président. L'honorable président du Conseil du Trésor. I don't know what the question was. Je ne sais pas quelle était la question, mais comme président... Bon, les députés ne veulent pas de réponse, semble-t-il. L'honorable président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Mon honorable collègue a fait une déclaration, mais il n'y avait pas de question. Comme président du Conseil du Trésor, j'appuie grandement les efforts du gouvernement pour améliorer les processus d'accès à l'information. L'accès à l'information
fait partie intégrante de la transparence et de la reddition de comptes envers les Canadiens. C'est pourquoi, en mars dernier, nous avons lancé un examen de la loi sur l'accès à l'information. Nous avons... If one is going to ask a question... Wait. Okay, the minister may take a few... Le ministre peut prendre quelques secondes pour finir. Bibliothèque et Archives Canada a reçu du financement du Parlement une augmentation d'environ 20 millions de dollars par année pour appuyer les systèmes d'accès à l'information. Merci. L'honorable député de Cloverdale, Langley City. Mr. Speaker. Monsieur le Président, dans la presse, on peut lire que des députés libéraux disent que le président du Conseil du Trésor n'est pas très présent, pas très diligent et a du mal à maîtriser ses dossiers. La semaine dernière, les Canadiens l'ont vu en cette Chambre. Il était incapable de répondre à une question simple à propos de son propre ministère. Si le premier ministre exige que ses ministres fassent preuve de compétence, a-t-il encore confiance au président du Conseil du Trésor, oui ou non? L'honorable président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, le nouveau gouvernement du Canada croit en la transparence, en la reddition de comptes et en l'équité. Comme président du Conseil du Trésor, je rencontre les agents du Parlement, notamment le commissaire à l'information. Nous avons des mesures pour moderniser le système d'accès à l'information. Je remercie tous les agents du Parlement qui tiennent le gouvernement responsable. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Hamilton-West, Ancaster, Dundas. Le Canada est un meneur dans l'invention de l'intelligence artificielle moderne. Maintenant, We'll try again. We'll try until we get this. The honorable... on réessaie. L'honorable député de Hamilton-West, Ancaster, Dundas. Merci, Monsieur le Président. Le Canada est un meneur dans l'invention de l'intelligence artificielle moderne et maintenant, l'intelligence artificielle est utilisée par des millions de Canadiens chaque jour. Les Canadiens veulent que l'IA renforce notre économie, qu'elle favorise l'emploi, qu'elle produise de nouvelles recherches et de l'innovation, qu'elle protège nos collectivités et la souveraineté nationale, et tout en mettant les gens au premier plan. Est-ce que le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique peut faire le point à la Chambre à propos de la nouvelle stratégie en matière d'intelligence artificielle du Canada? L'honorable ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation. Monsieur le Président, je remercie le député de Hamilton-West, Ancaster, Dundas, pour ce qu'il fait pour sa collectivité. Notre nouvelle stratégie favorisera la confiance, créera des opportunités et nous favorisons l'adoption responsable de programmes pour que nos collectivités puissent avoir une main-d'œuvre productive. Nous créons des emplois pour les jeunes Canadiens pour qu'ils puissent obtenir l'expérience dont ils ont besoin. Nous aidons les petites et moyennes entreprises pour l'honorable député de York-Durham. Monsieur le Président, le G7 commence. Les réunions du G7 commencent et le premier ministre dirige le seul pays du G7 en récession. Et les Canadiens attendent des résultats quand ils se déplacent ailleurs. Samedi, OpenTech à Waterloo a annoncé 140 millions de dollars d'investissement en Irlande, là où le premier ministre s'est rendu en fin de semaine. Donc, plus d'emplois pour l'Irlande, où il y a un meilleur environnement plus favorable aux entreprises. Alors, pourquoi ces investissements ne sont pas faits au Canada?
L'honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Monsieur le Président, on ne peut pas comprendre l'économie si on n'y a pas travaillé dans l'économie comme le chef des conservateurs. L'économiste en chef de BMO dit que l'ajout de 88 000 emplois dans l'économie devrait réduire les critiques au silence. C.D. Howe l'a critiqué sur l'économie. De notre côté, nous allons bâtir un Canada fort. Lui, il peut continuer avec ses slogans et ses critiques. Nous, on fera le travail. L'honorable député de York-Durham. Eh bien, les slogans du gouvernement ne réconfortent pas les jeunes Canadiens qui, eux, ressentent les échecs du gouvernement. L'insécurité alimentaire est plus élevée chez les jeunes Canadiens. 91 des jeunes vivent de l'insécurité financière et on vit le plus haut taux de chômage chez les jeunes en 35 ans. Alors, quand le gouvernement va-t-il cesser de s'en prendre à la nouvelle génération? L'honorable secrétaire parlementaire, il y a de bons signes encourageants dans l'économie, surtout à Toronto et surtout pour les jeunes. Le taux de chômage est le plus faible depuis 2 ans et demi et les emplois à temps plein ont augmenté de 140 000, donc 90 000 sont pour les jeunes. L'économie montre des signes prometteurs. Le secrétaire parlementaire peut poursuivre. Pardon? Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Les résultats sont prometteurs. Nous accueillons des investissements les plus élevés de l'étranger depuis plus de 10 ans et les entreprises trouvent des occasions de commerce ailleurs, à l'étranger. Donc, il faut encourager ces entreprises, être encouragées par les signes. Le député de Richmond Hill Sud, le premier ministre libéral est le seul dirigeant du G7 et du G20 qui dirige un pays en récession. 38 des gens sont confrontés à l'insécurité financière. 40 perdent du sommeil à propos de leurs finances. Le premier ministre libéral a des services traiteurs luxueux en vol qui coûtent l'équivalent de ce qu'il en coûterait pour payer l'épicerie d'une famille pendant 55 ans. Quand les politiques libérales seront-elles renversées pour que les Canadiens puissent subvenir à leurs besoins? L'honorable ministre de l'Intelligence artificielle. Monsieur le Président, plutôt que de dénigrer le pays comme ils le font, ils devraient nous aider à le bâtir. Les rapports sur l'emploi nous montrent que le Canada a créé 88 000 emplois. Notre surplus, notre excédent commercial a augmenté. Le mentionne-t-il? Non. Nos exportations sont à un taux plus élevé que jamais. Le disent-ils? Non. Alors, pourquoi ne se joignent-ils pas à nous pour nous aider à bâtir le Canada? L'honorable député de Richmond Hill Sud. Les conservateurs ne dénigrent pas les Canadiens, sont les libéraux qui les empêchent d'avancer. Les argumentaires n'aideront pas les Canadiens qui vivent dans des VR parce qu'ils ne peuvent pas se payer un loyer. 22 des Canadiens ont vécu de la pauvreté. Chaque dollar gaspillé par les libéraux pour du luxe aurait pu servir à réduire les impôts, à construire des logements, à améliorer la sécurité, à aider les Canadiens à arriver. Est-ce qu'ils vont renverser leurs politiques qui ont causé cette récession? L'honorable leader du gouvernement au Parlement. Eh bien, quand on propose des programmes comme les soins dentaires, des programmes qui aident les Canadiens, les conservateurs sont contre. Quand aux États-Unis, ils ont lancé une guerre commerciale injustifiée et disent que de notre côté, on s'en fait trop. Alors, nous, quand le premier ministre attire des millions et des millions en investissement, propose des grands projets, il vote contre. Alors, pourquoi? À quoi servent les conservateurs, en fait? L'honorable député de Brandon-Souris. Malgré le fait que le Canada dirige un pays en récession, il continue d'accumuler des factures de services traiteurs
en vol, service traiteur luxueux. Et la semaine dernière, Moisson Manitoba a dit que il donne un F au gouvernement libéral. 60 000 Manitobains doivent se rendre aux banques alimentaires chaque mois. 30 dont 30 ont un emploi à temps plein. Les aides libérales ne vont pas faire l'affaire. Quand le premier ministre va-t-il prendre des mesures pour réduire l'inflation alimentaire au pays? L'honorable ministre des Affaires du Nord. Merci, Monsieur le Président. Je représente les collectivités parmi les plus pauvres au pays. Alors, quand il tente de me donner des leçons sur l'abordabilité, je dois poser la question, pourquoi vote-t-il contre toutes les mesures visant à appuyer les Manitobains, notamment l'allocation canadienne pour enfants, la prestation pour l'épicerie, la réduction des taxes sur l'essence? Il doit se joindre à nous, voter avec nous et travailler pour les Manitobains. L'honorable député d'Elgin St. Thomas London Sud. Merci, Monsieur le Président. Nous savons à quel point l'inflation fait mal au Canada. Le prix d'essence monte en flèche et même les voitures sont de plus en plus inabordables. Le prix des voitures d'occasion a doublé au cours des 7 dernières années. Le gouvernement impose toujours la taxe de vente sur ces voitures chaque fois qu'elles sont vendues. Ça signifie qu'il collecte 2 fois, 3 fois le revenu au moyen de ces taxes. Nous avons un projet de loi qui permettrait de retirer la TPS sur les voitures d'occasion. Vont-ils l'appuyer? L'honorable secrétaire d'État aux institutions financières. Monsieur le Président, depuis le premier jour, on se concentre sur à réduire le coût de la vie pour les Canadiens. Parlons de la réduction de la TPS pour les premiers acheteurs, la suspension de la taxe d'accise sur l'essence qui équivaut à 10 cents le litre et le retrait de la taxe carbone également qui réduit le prix à la pompe. Nous avons une prestation pour l'épicerie. Un paiement a été versé il y a 1 semaine et demie d'ailleurs. De notre côté, on se concentre sur l'abordabilité. De leur côté, ils continuent à être grandiloquents. Le député de London Sud. Quand on se penche sur le prix des véhicules d'occasion, on constate qu'il a doublé au cours des 7 dernières années à cause des politiques inflationnistes du gouvernement. Imposer une taxe de poids sur un seul véhicule, c'est inacceptable. Pour la plupart des gens, une voiture, c'est vital. De notre côté, nous enlèverions les taxes, la taxe d'accise sur les véhicules. Vont-ils nous aider et appuyer la proposition d'enlever la TPS sur les voitures d'occasion? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, moi, j'ai travaillé dans le privé auparavant. J'ai dirigé une entreprise, contrairement au chef de l'opposition. Et quand les choses vont mal, on peut laisser tomber ou on peut diriger, on peut rebâtir, on peut se restructurer, on peut aller chercher de nouveaux liens commerciaux. Et de notre côté de la Chambre, le ministre au commerce international, le premier ministre, c'est ce qu'ils font. Nous allons continuer de bâtir un Canada fort. Saint-Laurent à Kiawenrak. Monsieur le Président, au cours des 7 dernières années, le prix des voitures usagées a doublé. Ça coûte maintenant 36 000 $ en moyenne. 36 000 $, c'est beaucoup d'argent, particulièrement pour les familles en région qui ont besoin d'une voiture, entre autres pour travailler et pour se déplacer. Nous, on pense qu'une taxe seulement doit s'appliquer, mais malheureusement, pour les voitures usagées, c'est toujours la TPS qui s'applique également. Nous, on veut abolir la taxe qui est la TPS sur les voitures usagées. Monsieur le Président, les libéraux ont déjà aboli la taxe sur le carbone que les conservateurs souhaitaient. Est-ce qu'ils sont d'accord avec nous d'abolir la TPS pour les voitures usagées? Bravo! L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me permet de rappeler qu'on a suspendu l'application de la taxe d'accise sur l'essence pour l'été, Monsieur le Président, ce qui offre un répit pour les consommateurs, qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat des Canadiens, Monsieur le Président. Mais on ne s'arrête pas là, puis j'invite mon collègue, parce que je sais que, enfin, ils prétendent que l'abordabilité est un thème qui leur tient à cœur. Je les invite à nous soutenir sur l'allocation canadienne pour l'épicerie, sur le régime canadien de soins dentaires, sur une baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens, sur l'allocation canadienne pour l'épicerie, et j'en passe, Monsieur le Président. Merci beaucoup. L'honorable député de Elgin St. Thomas London Sud. Merci, Monsieur le Président. Si on enlevait la taxe
tout ce qui est vendu usagé, il n'y aurait pas plus de taxes sur leur argumentaire. Nous avons une solution. On a un plan conservateur pour retirer la TPS des voitures d'occasion, des voitures qui sont taxées 2-3 fois autant de fois que les libéraux évitent de répondre aux questions. C'est une solution très simple. Pour tout le monde au pays, conduire, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Alors, vont-ils voter avec nous pour enlever la TPS sur les voitures d'occasion? L'honorable secrétaire parlementaire. Un peu de mérite aux conservateurs. Maintenant, ils parlent de mesures qui pourraient appuyer l'abordabilité, mais ils sont aux abonnés absents depuis des mois. Moi, je suis députée depuis 7 ans et peu importe s'il s'agissait de l'allocation canadienne pour enfants, des services de garde, du programme alimentaire scolaire ou que ce soit d'autres mesures fiscales qu'on a mis en place, ils votaient toujours contre. Là, ils parlent d'abordabilité, mais ils pourraient quand même appuyer les mesures que prend le gouvernement pour aider les Canadiens. Pourquoi ne pas se rallier à nous et à aux mesures que nous prenons depuis des années? L'honorable député d'Edmonton-Riverbend. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes confrontés à une crise de la santé mentale chez les hommes. Trop de garçons sont confrontés à des problèmes de santé mentale et ne demandent pas d'aide. J'étais fière d'être à un événement sur la colline la semaine dernière alors que Guy Carbonneau des Canadiens de Montréal a parlé de la perte de son ami Claude Lemieux. Ce sera le mois de la santé mentale en juin. Est-ce que la ministre de la Santé peut nous parler de la stratégie pour la santé des hommes et des garçons? L'honorable ministre de la Santé. Mr. Speaker. Monsieur le Président, je veux remercier mon collègue d'Edmonton-Riverbend pour son leadership acharné dans ce dossier. Je suis ravie de signaler que grâce à son aide et grâce à l'aide de groupes comme Movember, 5000 personnes ont pu partager leurs réflexions, leurs idées pendant les consultations à propos de la première stratégie en santé pour les hommes et les garçons. Nous avons entendu beaucoup de bonnes idées visant à créer des possibilités pour les hommes et les garçons. J'ai hâte d'annoncer cette stratégie au cours des prochains mois, Monsieur le Président. Merci. L'honorable député de Foothills. Les familles à Foothills sont ébranlées. Un homme a été accusé parce qu'il possédait 500 000 pièces de matériel pédophile. Grace, qui a 10 ans, m'a demandé pourquoi cet homme n'est-il pas en prison. Je ne me sens pas en sécurité en jouant avec mes amis. C'est inacceptable. Les familles ne comprennent pas pourquoi un tel homme peut être relâché dans la collectivité. Les conservateurs ont proposé des solutions pour maintenir ces gens en prison, mais ils ont voté contre quand les libéraux vont régler les problèmes dans le système de libération sous caution pour que les familles se sentent en sécurité. Le ministre de la Justice. Je remercie mon collègue de soulever cette question. En Chambre des communes, ce genre de comportement haineux ne devrait pas avoir sa place au Canada. Et cette semaine, nous apportons des changements au code criminel, des changements qui fera en sorte qu'il sera impossible d'avoir des libérations conditionnelles si on est accusé de crimes sexuels envers des enfants. Nous avons aussi la loi sur la protection des victimes qui met en place des mesures pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et la possession de matériel d'exploitation des enfants. J'espère que on pourra adopter ce projet de loi bientôt pour que les collectivités soient en sécurité. L'honorable député. L'homme accusé à la fusillade de Lambton College qui a tué une personne est libéré sous caution. Les libéraux font de notre système de justice une farce, des portes tournantes pour les criminels violents. Les victimes vivent dans la peur, les criminels ont une autre chance. Combien de tueurs accusés, les libéraux vont-ils relâcher avant d'admettre que leurs lois trop clémentes sont un échec total?
L'honorable ministre de la Justice. Eh bien, la motivation politique derrière sa question est évidente étant donné la façon dont elle a posé, mais nous avons proposé une réforme des libérations sous caution et c'est appuyé par les gens qui travaillent en première ligne. Je l'invite à parler aux associations de policiers, à la police provinciale de l'Ontario et aux autres associations de policiers et policières. La réforme que nous avons proposée est appuyée par les policiers et policières, les premiers ministres des provinces qui demandent des réformes depuis longtemps. Et nous allons tout faire pour écouter les voix des experts pour maintenir les Canadiens en sécurité. L'honorable député de Brantford-Brant Sud. Le ministre et le gouvernement ont eu 11 ans pour bien faire les choses. La semaine dernière, le constable Marc Pinizzotto a été tué en service. On a appris que l'homme responsable de ce crime horrible est déjà en liberté surveillée et le tireur du consulat américain a été libéré sous caution. Des voyous connus des tribunaux, connus de la police, retournent dans les rues. Ça ne devrait pas se produire. Combien de tragédies faudra-t-il pour que les libéraux arrêtent de traiter la libération sous caution comme une farce et qu'ils maintiennent les délinquants violents derrière les barreaux? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons le cœur brisé à cause de ce qui est arrivé au constable Marc Pinizzotto et à cause d'un autre mort parmi les policiers. Nous prenons des mesures pour renforcer les libérations sous caution et on s'attend à ce qu'ils soient adoptés cette semaine au Parlement. Nous devons travailler ensemble pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent en première ligne. Nous prenons ces mesures et nous invitons le parti de l'autre côté à se joindre à nous pour renforcer le système. Monsieur le Président, partout au Nouveau-Brunswick et au Canada, des jeunes sont prêts à travailler, à acquérir de nouvelles compétences et à contribuer à leur communauté. Pour plusieurs, ce dont ils ont besoin, c'est d'une première opportunité de faire leurs preuves. Et justement, le programme Emploi Été Canada permet à chaque année à des milliers de jeunes d'obtenir un premier emploi aux soins d'entreprises et d'organismes de leur région. J'aimerais donc demander à la ministre de nous expliquer qu'est-ce que notre gouvernement fait pour renforcer ce programme afin que davantage de jeunes puissent bénéficier d'une expérience de travail enrichissante cet été. Merci, Monsieur le Président. The Honourable Minister of Jobs and Families. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de défendre les jeunes partout au Nouveau-Brunswick et au Canada. Nous savons que lorsque les jeunes réussissent, nos communautés réussissent. C'est pourquoi nous investissons dans le programme Emploi d'été Canada en créant 100 000 emplois cette année, dont plus de 12 300 au Canada Atlantique. Nous veillons à ce que les jeunes puissent travailler, bâtir leur revenu, continuer à contribuer à leur communauté. Merci. L'honorable député de Caribou Prince George. 38 millions de dollars, des entreprises qui ferment. Voilà les coûts dévastateurs des politiques des libéraux. Sitôt arrêtés, sitôt libérés. Les crimes haineux, les crimes ont fait de nos collectivités des zones de guerre. C'est la réalité, c'est le legs du gouvernement. Les membres du conseil municipal de Prince George sont ici à Ottawa. Le premier ministre va-t-il accepter leur invitation d'aller à Prince George et de dire aux gens pourquoi ils devraient donner une autre chance à ces politiques sitôt arrêtés, sitôt libérés? L'honorable secrétaire d'État pour la lutte contre la criminalité. Merci, Monsieur le Président. Je pense que les membres du Conseil d'affaires doivent savoir que les membres du Parti conservateur n'ont rien fait pour aider l'adoption du projet de loi pour réformer la libération sous caution et je dirais même qu'ils ont mis des entraves à nos mesures. Avec le C-22, nous voulons donner des outils aux policiers et policières et ils y font obstacle. Ils doivent aider les organismes d'application de la loi pour qu'ils puissent arrêter les criminels. L'honorable député de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, il y a un an maintenant, le C5 a été adopté à la hâte et avec le S2,
pour éliminer le racisme et le sexisme de la loi sur les Indiens. Il se cache derrière le besoin de consulter. Les experts, les témoins ont dit qu'on n'a pas besoin de consulter en matière de sexisme et de racisme dans la loi sur les Indiens. Alors, quand vont-ils cesser de donner des excuses et vont-ils adopter le S2 avant l'ajournement? L'honorable ministre des Services aux Autochtones. Merci, Monsieur le Président. Certains principes enlèvent le statut à des milliers d'Autochtones. Le legs demeure toujours et cette députée sait que le projet de loi est à l'étude en député, que des témoins sont entendus. Nous voulons respecter le droit de ces Autochtones à s'exprimer, de travailler avec leur collectivité. Moi, je suis prête à travailler avec les collectivités pour respecter les droits des Premières Nations. Je suis prête à travailler avec ces députés parce que c'est ce que nous sommes engagés à faire.